Nous sommes le vendredi 5 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être des nôtres pour commencer cette journée, ce vendredi 5 décembre qui, dans bien des régions, s'annonce comme une journée froide. C'est pas mal plus froid ce matin, disons qu'hier matin. Si vous avez à sortir à l'extérieur, sachez-le, habillez-vous chaudement. D'ailleurs, à Montréal, par exemple, la ville a déclenché des mesures d'urgence pour aider les personnes qui se trouvent en situation d'itinérance, offrir plus d'endroits pour que ces gens-là puissent passer la nuit au chaud ou la journée, même parce que ce ne sera pas très chaud aujourd'hui non plus. D'ailleurs, Véronique Méran est à mes côtés. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors oui, c'est une journée qui s'annonce froide. Quelles sont les températures là, un peu partout au Québec à cette heure-ci? Actuellement, au Québec, ça varie entre moins 17 à Montréal, moins 17 à moins 25 un peu partout. Alors, température digne de la fin décembre, mi-janvier. Normalement, on ne touche pas la barre des moins 20 avant la fin décembre à plusieurs endroits. C'est déjà fait ce matin. Montréal, on est très, très près d'un record. Il a déjà fait moins 19,6 un 5 décembre en 1989, près d'un record à Ottawa aussi. En fait, on peut dire record pratiquement égalé ou battu. Il fait moins 23 dans le secteur d'Ottawa ce matin. L'ancien record, moins 22,6. Alors, question de virgule, il faut toujours attendre la journée pour confirmer exactement. On n'est pas loin. Mais pas loin de température record ce matin. Vous l'avez dit, en journée, il y aura un petit peu d'amélioration, mais il y a un autre coup de froid à venir au cours de la fin de semaine. Alors, c'est pas terminé. OK, on va faire le tour des prévisions de la météo dans les prochaines minutes. Le temps de vous dire que c'est vendredi, donc Alexandra Chatzka sera avec nous pour sa chronique d'actualité européenne et elle va nous parler de l'Espagne. On a vu beaucoup de pays occidentaux ces derniers mois, ces dernières années, fermer leurs portes aux migrants. C'est très différent en Espagne qui a élu donc un premier ministre et qui a à sa tête un premier ministre de gauche et socialiste. Et Alexandra va nous faire le portrait de ce qui se passe en Espagne un peu plus tard à l'émission. Antoine Dehaye est là au sport ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors oui, aujourd'hui, il y aura pas mal d'actions à Washington. Le premier ministre Carney y sera d'ailleurs un peu plus tard aujourd'hui. C'est le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde de soccer. Donc, les yeux de la planète en entier vont regarder ce tirage-là. L'an prochain, Coupe du monde, en fait, l'été prochain. 48 pays. Donc, pour l'instant, il y a 12 pots. On va tirer un nom par pot pour faire des groupes de 4 pays. Alors, on va savoir qui seront les adversaires, entre autres, du Canada l'an prochain. Le Canada est parmi les formations favorites par son statut de pays hôte. Donc, logiquement, il aura un tirage contre des formations qui sont un peu moins bien classées que lui, ou du moins, ça aurait pu être pire. Ce qui fait qu'il y a des affrontements qui sont impossibles. Par exemple, le Canada ne pourra pas affronter la France ou encore l'Espagne dans son tour préliminaire. Alors, on saura aujourd'hui donc qui va affronter le Canada dans ce groupe-là. C'est prévu à midi aujourd'hui. Il y aura beaucoup de célébrités qui seront là, du monde du sport, des artistes également. Donc, c'est un gros show télévisé que la FIFA veut faire. Entre autres, il y aura Tom Brady, Shaquille O'Neal. Village People va chanter YMCA pour clore la cérémonie. On ne sait pas combien de temps ça va prendre parce qu'il y aura entre autres une allocution de Donald Trump dans la cérémonie. Et on sait que des fois, ça peut prendre quelques minutes, ces allocutions-là. Trump aime bien YMCA aussi. Je pense que c'est à sa demande qu'il est là. Et la FIFA va remettre un prix aujourd'hui pour un effort de paix à quelqu'un. Alors, il se peut que Donald Trump soit félicité par la FIFA aujourd'hui dans le cadre de ce tirage-là. Donc, on verra donc qui seront donc les groupes pour l'an prochain. On ne connaît pas encore l'horaire ou encore dans quelle ville les matchs auront lieu. On va déterminer ça après que le tirage a été fait pour répartir un peu tout le monde. Donc, on saura en début d'après-midi qui seront les adversaires du Canada l'an prochain à la Coupe du monde de soccer. Et sur le plan politique, on prévoit une brève rencontre entre Mark Carney et Donald Trump. Ce sera à suivre aujourd'hui. Sinon, on va voir quel Canadien de Montréal qui pourrait jouer un match extérieur l'automne prochain, mais pas à Montréal. Non, ce serait à Winnipeg et c'est pas officiel. C'est hier, la LNH a mis par erreur sur son site web une annonce pour obtenir de l'information pour avoir des billets. Ça a été retiré depuis, mais tout porte à croire qu'il y aurait un match au mois d'octobre prochain au Princess Auto Stadium à Winnipeg. C'est un stade d'environ 33 000 sièges. Donc, ça aurait lieu à l'automne prochain. On sait qu'à Montréal, il y a eu des rumeurs comme quoi on voulait faire un match à l'île Sainte-Hélène. Peut-être qu'il y en aura un au stade olympique quand il sera complété. Donc, pour l'instant, l'an prochain, c'est pas encore confirmé, mais tout porte à croire qu'il y aura un match donc le 25 octobre prochain entre Montréal et les Jets en extérieur
à Winnipeg. Alors ça, c'est pas confirmé. Ce qui est confirmé, c'est qu'en fin de semaine, à Mont-Tremblant, il y a des Coupes du monde de ski alpin, 2 épreuves de slalom géant. Il y a beaucoup de skieuses locales qui sont là, entre autres Valérie Grenier, l'Ontarienne, qui a appris à skier à Mont-Tremblant, Justine Lamontagne également. Donc, c'est 2 épreuves. Il y aura des grandes stars aussi. Michaela Schifrin, américaine, est attendue. Donc, dans une année olympique, c'est une épreuve qui est importante pour tout le monde. Peut-être des chances de se qualifier pour les Jeux. Alors, il y a 2 courses samedi et dimanche, 2 manches chaque jour. Donc, si les gens qui sont dans le coin, ça peut valoir le détour de faire un détour par la Flying Mile, c'est le nom de la piste. Sinon, les épreuves sont présentées sur tout.tv ou une émission résumée dimanche après-midi à Radio-Canada. Parfait. Merci beaucoup, Antoine. Bonne journée. Bonne journée. Oui, en tout cas, ils n'ont pas à avoir peur que la neige fonde. Les conditions seront propices, même qu'on aura un petit peu de neige additionnelle samedi. Alors, la fin de semaine, là, ce sera en 2 temps, mais à saveur hivernale, assurément. Un front qui passe samedi qui nous laissera un peu de neige, 1 à 3 cm dans l'ensemble, peut-être 2 à 4, justement dans la région de Tremblant. Les températures vont remonter avec ça, près de -1, -3 degrés pour la journée de samedi. Et dimanche, ça va se dégager. On reverra le soleil, mais on replonge à nouveau côté Mercure. Dans la nuit de samedi à dimanche, on sera sous la barre du -20 dans les Laurentides, près de celle des -12, -15 ailleurs. Et en journée, -9 à -11, ce sont les températures maximales dimanche. La semaine commencera dans le froid. On aura quelques petits épisodes de neige la semaine prochaine, donc on demeure quand même avec des conditions assez hivernales. Aujourd'hui, le soleil sera de la partie, essentiellement ce matin. Ça deviendra plus variable en après-midi, plus nuageux vers les Laurentides, secteur de l'Outaouais, avec quelques flocons possibles. Vos températures de mi-journée, -7 à -12 degrés. En ce moment, je le répète, les valeurs varient entre -17 et -25. Ce sont les températures réelles au thermomètre. Les vents ont beaucoup diminué comparativement à hier, ça, il faut le mentionner. Sauf qu'à ces températures-là, même un vent léger suffit là, pour accentuer un petit peu l'effet du froid. Et c'est le cas ce matin. Refroidissement éolien qui varie entre -20 et -30, dépendamment des secteurs. Pour ce qui est de l'Abitibi, là, on a goûté à notre nuit froide. Oui, les températures remonteront à près de -6 aujourd'hui, 5 à 7 cm de neige à venir. Ennuagement vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. On aura quelques flocons au cours de l'après-midi, -11 à -13 comme maximum. Ce matin, -16, -18 au thermomètre. Il fait -14 à Gaspé, -17 à Sept-Îles. On aura des températures de -7 à -11. Dégagement pour ce qui est de la Gaspésie. Avertissement de vent. Cependant, les rafales sont encore très imposantes, surtout dans le secteur de Forion ce matin. Et pour ce qui est de la Côte-Nord, le soleil va dominer. L'ennuagement se fera au cours de la journée de demain. En territoire ontarien, un peu de neige sur la portion centre et nord. On parle de peut-être une 10-15 cm pour la région de Sudbury. Toronto-Windsor, plus au sud, c'est assez variable. 0-2 au thermomètre. -6, c'est le maximum pour Ottawa, mais ce matin, les températures sont autour de -21, -23. Assez nuageux avec éclaircies, puis il y aura des flocons de neige cet après-midi. À Vancouver, c'est la pluie intermittente qui se poursuit avec un maximum de 9 et c'est l'hiver dans les prairies. Partout, le mercure sera à la baisse aujourd'hui pour se stabiliser autour de -10, -11 pour Edmonton et Calgary. Sous la faible neige, 2 à 5 cm. Un peu de neige également sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Mercure à la baisse, -16 pour Regina et -10 pour Winnipeg aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de jaloux. Il y a du froid dans l'ouest. Il y en a sur le sud du Québec, mais vous avez raison, c'est pas normal aussi froid aussitôt dans l'année. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée, bonne fin de semaine. À la une des différents quotidiens de ce matin, en commençant par la presse, la chroniqueuse Rima El-Khoury s'est entretenue avec Stéphane Gay. C'est un homme qui était étudiant à Polytechnique en 1989, le 6 décembre, évidemment, quand le tireur est entré dans cette classe et a séparé les garçons des filles. Évidemment, on connaît la tragédie, mais aujourd'hui, Stéphane Gay a décidé de se confier à Rima El-Khoury parce que ça fait 36 ans, écrit la chroniqueuse, qu'il a un regret lié à une ferme conviction de tous les témoins liés à la tragédie de Polytechnique. Il croit qu'il était le mieux placé pour arrêter l'auteur de cet attentat, évidemment, qui a coûté la vie à 14 femmes le 6 décembre 1989. Il vit mal avec ça. Il a décidé d'en parler. Il dit « Mon histoire n'est pas plus dramatique, que je ne veux pas voler la place de personne, mais pour lui, c'est extrêmement difficile. » Et il raconte qu'à un moment, il avait l'impression où il avait le tueur tout près de lui et qu'il aurait pu le désarmer et lui faire perdre l'équilibre et que d'autres
d'autres auraient pu le suivre et donc neutraliser le tireur en question, mais il ne l'a pas fait et vit avec des remords et des regrets, dit qu'il n'a jamais été capable, par exemple, de s'arrêter devant la plaque commémorative à Polytechnique ou encore à participer à quelconque cérémonie. Vous pourrez lire cet entretien dans la presse de ce matin. En une du Devoir, Santé Québec barre la route vers le privé aux médecins depuis l'adoption du projet de loi 83 au printemps dernier. Les médecins québécois qui souhaitent sortir du régime public pour aller pratiquer au privé doivent obtenir une autorisation de Santé Québec, nous dit le Devoir. C'est un article de Marie-Michel Sioui. Des dizaines de médecins qui ont voulu quitter le réseau public en raison de la loi 2 se sont fait bloquer le chemin par Santé Québec qui les empêche de passer au privé. Santé Québec dit que non, il n'y a pas une obstruction systématique. Il y a eu 28 refus sur plusieurs demandes, 54 en tout cas pour ce qui est des omnipraticiens, mais le journal Le Devoir s'est entretenu avec un médecin, le docteur Christian Vinette, lui qui a voulu se désaffilier. On lui a dit non et dit que tous les médecins, 100% des médecins, selon en tout cas la Fédération des omnipraticiens, se sont fait dire non également, mais la CAQ et par Santé Québec, en fait, le gouvernement dit non, on est capable d'autoriser des médecins à passer au privé, mais en tout cas, le médecin interrogé par Le Devoir a l'impression, et lui est convaincu, qu'il s'agit là d'un mensonge à lire en une du Devoir de ce matin. Le Journal de Montréal nous parle et revient bien sûr sur cette députée du Parti libéral qui a été exclue, et Jean-Philippe Robillard viendra nous en parler, la députée de Chomédé, donc c'est à Laval, Sona Lakoyan-Olivier, qui a été exclue du Parti libéral, du caucus du Parti libéral en raison d'une enquête menée par la commissaire à l'éthique. On va y revenir donc avec Jean-Philippe. Le journal qui raconte aussi l'histoire d'un homme qui a fait 10 jours de prison à cause d'une erreur pour des amendes en chocolat, nous dit le Devoir. C'est que la policière qui est intervenue croyait que le petit sachet dans lequel il y avait des amendes au chocolat, c'était de l'héroïne. L'homme avait un passé judiciaire, mais dit, moi, mon problème, c'est l'alcool. J'étais en centre de thérapie au moment où il y a eu une saisie dans mon véhicule, mais c'était des amendes en chocolat. Et là, l'homme en question poursuit le service de police de Roussillon, au sud de Montréal, pour cette bête erreur. Je vous parle aussi du site Internet de Radio-Canada et de cette enquête menée par mon collègue Gaëtan Pouliot. Et c'est intéressant ce matin, c'est évidemment au sujet de l'ingérence chinoise, et il nous parle d'une YouTubeuse québécoise harcelée par Pékin, le gouvernement chinois qui a fait circuler de fausses images sexuellement explicites de Yao Zhang qui critique le régime chinois sur sa chaîne YouTube. Elle critique et commente l'actualité chinoise. Elle dit que la Chine, c'est pas un pays démocratique, que tout le monde souffre dans le régime, et ces critiques, ça a fait en sorte qu'il y a eu une campagne de salissage à son endroit. Vous pourrez lire ça sur le site de radiocanada.ca. C'est mon collègue Gaëtan Pouliot qui a mené cette enquête. Et puis je termine avec Le Soleil qui nous raconte une histoire. Vous savez, dans le milieu de la santé, on cherche à faire des économies. Et bien maintenant, au 6 de Chaudière-Appalaches, les stylos et le papier sont barrés à clé. Depuis plusieurs mois, les restrictions budgétaires vont jusque dans ces détails-là au 6 de Chaudière-Appalaches. Il y a plus d'un an, le 6 en question a dû réduire ses dépenses, abolir des postes, et bien maintenant, on a ce moratoire sur l'achat de fournitures de bureau. Donc, pour éviter les abus, papier et crayon sont maintenant sous clé, alors qu'évidemment, ce sont certainement des instruments qui sont très utilisés. Vous pourrez lire ça dans Le Soleil sous la plume de Juliette Nadeau-Besse dans Le Soleil. Alors, oui, on va revenir effectivement sur cette histoire au Parti libéral du Québec. Il n'y a pas une journée ou presque qu'on ne parle pas de cette histoire-là. Et cette fois, ce qu'on a appris hier en fin de journée, c'est l'exclusion d'une députée qui avait été au cœur de l'actualité au cours des derniers jours. Vous vous souvenez de cette une du Journal de Montréal où il y avait des textos qui avaient été envoyés. Un chroniqueur politique, Jonathan Trudeau, avait nommé en question la députée qui, là, a été
exclu. Jean-Philippe Robillard se joint à nous. Bonjour, Jean-Philippe. Qui vient d'arriver en studio. Oui, qui vient Jean-Philippe, d'arriver en quand même, studio. il faut le mentionner. Bon vendredi. Il n'était pas loin, Jean-Philippe. Il est bien réveillé. Alors, en train d'écrire son texte, Jean-Philippe. Racontez-nous ça, Jean-Philippe, ce que l'on a appris, ce qui s'est passé au Parti libéral ces dernières heures. Oui, c'est ça. Pourquoi le chef, dans le fond, l'a exclu? C'est parce que le commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, Mathieu, a ouvert une enquête sur la députée de Chomédé. C'est une enquête qui porte sur l'utilisation qu'elle aurait fait des ressources, son équipe mise à la disposition de son bureau de circonscription par l'Assemblée nationale à des fins partisanes lors de la course à la direction du Parti libéral du Québec, où Pablo Rodriguez, vous le mentionnez, a été couronné chef du parti. On parle, semble-t-il, de possibles manquements au code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'hier soir, quand il a été informé de l'enquête, hier soir, que le chef Pablo Rodriguez a décidé d'exclure la députée le temps que se déroule l'enquête. Oui, est-ce qu'elle a réagi? Oui, elle l'a fait, mais elle l'a fait sur les réseaux sociaux. Dans une publication sur X, elle affirme qu'elle n'a rien à se reprocher, qu'elle va collaborer à l'enquête et qu'elle ne fera aucun commentaire. Mais voici ce qu'elle disait plus tôt cette semaine, c'est pas hier, mais plutôt cette semaine, là, alors qu'elle était interrogée par des journalistes de l'Assemblée nationale au sujet de la crise qui secoue le Parti libéral. Alors, je vous invite à l'écouter. Nous, on continue à travailler pour les Québécois. C'est ça le plus important. Mon chef, là, il est très bon, puis il a très bien réagi à cette crise que vous avez créée, parce qu'on n'a pas aucune preuve c'est qui a écrit ces textos. C'est pas moi. Comment créer? Donc, c'est qui? C'est qui? Vos informateurs anonymes, là, allez me les faire sortir, parce que moi, je suis tannée. Alors, elle est tannée. Il faut dire que le nom de Sona Lakoyan, Olivier, avait déjà été évoqué. Vous en avez parlé un peu tantôt par la station 98,5 du réseau Cogeco Média après la publication d'une enquête de nos collègues du Journal de Montréal. C'est une enquête là, qui faisait état de textos qui laissaient entendre que des personnes avaient été récompensées financièrement pour appuyer Pablo Rodriguez pendant la course à la chefferie à la direction du Parti libéral du Québec. Oui, c'est dans ces textos qu'on faisait référence au fameux brownie, là, ces billets de 100 effectivement. Et effectivement, et il n'y avait pas les noms de ces gens-là dans le Journal de Montréal. Sona Lokayan Olivier avait été identifié, donc ça vous le disiez, par Cogeco. Là, elle n'est, en tout cas, suspendue pour l'instant, expulsée du parti pour l'instant. Ça survient donc dans la foulée de cette affaire, évidemment, de Marois Risky qui a congédié sa chef de cabinet. Tout part au début de ça, effectivement. Donc, la députée Marois Risky qui a été expulsée il y a seulement 2 jours du caucus libéral parce qu'elle a été congédiée, parce qu'elle a justement congédié elle-même sa chef de cabinet, Geneviève Hintz, qui est une proche de Pablo Rodriguez. Et Pablo Rodriguez lui a toujours reproche, en tout cas, à tout le moins pour le moment, à Marois Risky de ne pas l'avoir informé, de ne pas lui avoir dit qu'il pouvait y avoir certaines situations plus problématiques, mais on n'a pas encore de détails sur cette histoire-là. Donc, pour le Parti libéral, évidemment, ce n'est pas facile puisque ça s'additionne. Donc, il y a cette histoire du congédiement de Marois Risky, il y a l'histoire des brownies, comme vous parliez tantôt, et maintenant, il y aurait cette histoire-là. Est-ce que tout est lié? On ne le sait pas. Là, et Marois Risky aussi qui a été expulsé. Et il y a toujours, effectivement, comme vous le disiez, ce mystère qui plane sur le fond des choses qu'on ne connaît pas. Et il y a l'enquête là, qui a été déclenchée par le Parti. Par le Parti lui-même, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne journée, bon vendredi. Chronique d'actualité européenne. Maintenant, on va parler de l'Espagne. Vous savez que la majorité des pays occidentaux, en tout cas, il y en a plusieurs qui ferment leurs portes aux migrants. Les États-Unis de Donald Trump font la chasse aux migrants illégaux. On a vu ces opérations de ICE, là, cette police spécialisée, si vous voulez, qui va mener à des arrestations, procéder à des arrestations parfois dans des commerces en pleine rue. Il y a un pays en Europe qui se distingue, l'Espagne, avec un premier ministre de gauche, le socialiste Pedro Sánchez. L'Espagne qui accueille à bras ouverts les migrants. Alexandra Chatzka est avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour Mathieu. D'ailleurs, grâce à l'immigration, l'Espagne est sur le point d'atteindre 50 millions d'habitants, ce qui était inespéré il y a encore quelques années. Oui, tout à fait Mathieu, parce que l'Espagne était un des
avait un des plus bas taux de natalité en Europe, deuxième plus bas taux de natalité dans l'Union européenne, 1,19 enfants par femme. Donc, évidemment, ce n'est pas assez pour renouveler la population. La population devait diminuer drastiquement. Et il y a même 25 ans, un rapport de l'ONU disait que l'Espagne aura besoin de 12 millions de migrants pour maintenir l'équilibre démographique. Et voilà qu'il y a des dirigeants politiques qui ont entendu le message, qui ont ouvert grand les portes aux migrants. Bien sûr, d'abord en provenance d'Amérique latine. L'Amérique latine qui, comme on sait, a été colonisée par la couronne espagnole. Et c'est vraiment un retournement de l'histoire assez cocasse. Mais pas seulement de l'Espagne. Le premier groupe de migrants actuellement en Espagne, ce sont des Marocains. Donc des gens en provenance du Maroc. Ensuite vient la Colombie, le Venezuela, le Pérou. Les ressortissants d'Amérique latine, il faut dire qu'ils n'ont pas besoin de visa pour entrer dans le pays. Souvent, ils restent au-delà du temps qui leur est permis, 3 mois comme touristes, et travaillent clandestinement. Et les autorités, maintenant, régularisent à tour de bras ces migrants. Évidemment, il faut qu'ils remplissent certaines conditions, qu'ils aient un contrat de travail, qu'ils soient sur le territoire espagnol depuis au moins 2 ans, etc. Mais actuellement, il y a un plan triennal de régularisation de 900 000 migrants pour faire face à ce qu'on appelle là-bas l'hiver démographique. Et alors, sur presque 50 millions d'Espagnols, comme vous l'avez dit, 10 millions sont des migrants. Un résident sur 5 est né à l'étranger. Est-ce que le gouvernement a l'appui de la population? Bien, écoutez, en grande partie, oui. Le patronat d'abord, un peu comme chez nous. Le patronat dit avoir besoin de cette main-d'œuvre. Ah oui. Les besoins sont immenses. Certains secteurs comme le tourisme, l'agriculture, c'est 50% de la main-d'œuvre qui est d'origine migrante, qui sont des migrants. Les syndicats aussi, en général. Déjà, je vous rappellerai, historiquement, en 2005, une grande action de régularisation de 600 000 migrants à l'époque s'est fait carrément suite à une initiative citoyenne de plusieurs associations et syndicats à l'époque. Alors aussi, il faut dire que les autorités ont un discours assez positif sur l'immigration et ça contribue à la perception qu'a la population, une perception positive de l'immigration. Bien sûr, il y a des voix discordantes, beaucoup à cause du manque de logements, surtout dans les grandes villes. Il manquerait autour de 700 000 logements actuellement. Donc ça, évidemment, ça fait une pression négative. Et il y a aussi un parti politique d'extrême droite, le parti Vox, qui est aujourd'hui le 3e parti dans le pays, qui est contre cette immigration, surtout contre l'immigration non blanche. Alors, les Africains, on argumente qu'ils augmentent la criminalité, alors que dans les faits, c'est tout à fait le contraire. La criminalité est en baisse en Espagne. Le plus spectaculaire reste l'impact économique de cette immigration, un élément en faveur de cette politique, justement. Bien, c'est ce qui est le plus vraiment spectaculaire, comme vous dites. L'Espagne connaît aujourd'hui la plus importante croissance économique de la zone euro. Au début de 2025, c'était le seul pays européen avec un produit intérieur brut en croissance. En 2024, le PIB a cru de 3,2 %. C'est le plus haut taux parmi les grandes économies européennes. La Banque d'Espagne a même calculé qu'entre 2022 et 2024, l'immigration a contribué à entre 0,4 et 0,7 points de croissance. Et c'est vraiment l'immigration. Et Standard & Poor's a relevé la note du pays de A à A+. Alors, c'est quand même très, très bon pour l'économie espagnole. Oui, effectivement, c'est un portrait intéressant de cette situation assez particulière de l'Espagne. Alexandra, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine.